Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons maintenant voir comment se comportent les interactions entre les ions magnétiques dans la substance magnétique. Alors, si on a deux ions proches, I et J, leurs moments magnétiques vont interagir comme des aimants, et donc on va avoir une énergie d'interaction, epsilon IJ, pour les deux ions, qui est égale à mu0 sur 4pi, une constante, fois mu-i, mu-j, les moments magnétiques des deux ions, divisé par rij au cube. Plus des termes qui varient comme le r exposant 5 de la distance et qui sont très petits. On peut estimer cette énergie d'interaction en prenant pour mu-i et mu-j le magnéton de bord, et pour R, la distance entre ions, une distance typique de 2 angstroms. On obtient alors, à simple calcul numérique, 6,7 fois 10 exposant moins 6 électronvolts, ce qui est une valeur extrêmement faible. Si on divise par la constante de Boltzmann, ça correspond à une température typique de 1/10 de Kelvin. Donc, généralement, ce n'est pas la principale contribution des ferromagnétiques pour les ferromagnétiques, puisque à température ambiante, par exemple, pour des aimants macroscopiques, la température est beaucoup plus grande, et donc l'énergie thermique est beaucoup plus grande que l'énergie d'interaction magnétique. Ça, c'est plutôt ce qu'on a pour un paramagnétique. Et donc, en général, ce terme ne contribue pas, sauf éventuellement pour certains paramagnétiques à température extrêmement basse, à tel point que cette énergie peut devenir prépondérante. Et ils peuvent alors devenir ferromagnétiques à très basse température. Par exemple, le sulfate de chrome et de potassium hydraté a une température critique de 4 millikelvin, donc 4 millièmes de Kelvin. Et ferromagnétique sous cette température extrêmement basse. Mais pour les autres ferromagnétiques, ça n'explique pas. Alors, il y a un autre effet, c'est les interactions électrostatiques entre les ions. Pour les connaître, on doit connaître la fonction d'onde des électrons, et on sait que pour une paire d'électrons, donc par exemple les électrons externes de deux ions, la fonction d'onde globale doit être antisymétrique. C'est la règle de symétrisation pour des particules de spin demi-entier. On a deux contributions. On a le spin, pour lequel on peut avoir les états plus, moins, moins, et plus, moins, plus, qui correspondent à un spin total égal à 1, et qui forment donc un état triplet. Et ils sont symétriques. Et l'état plus, moins, plus, qui est de spin 0, qui est un singulier et qui est antisymétrique. On a aussi les fonctions d'onde des électrons autour de chaque atome. Et la fonction d'onde doit être donc une superposition Φ1 R1, fonction d'onde du premier électron, fois Φ2 R2, et en inversant les coordonnées, Φ1 R2 fois Φ2 R1. Et on a moins ou plus. Puisque le tout doit être antisymétrique, le moins correspondra à l'état triplet et le plus à l'état singulier pour le spin. Notons que on a ici un échange des coordonnées, donc comme si on échangeait les électrons. C'est pourquoi ce qui en découle est appelé interaction d'échange. C'est typiquement un effet quantique. L'effet classique, c'est la répulsion électrostatique entre électrons et le terme magnétique. Le terme d'échange n'existe pas en physique classique. Donc c'est typiquement quantique. Mais
Ici aussi, c'est de nature électrostatique, ce sont les fonctions d'onde, et on a un terme d'énergie électrostatique entre les électrons, mais il dépend du spin à travers cette règle d'antisymétrisation, et donc il dépend aussi de l'orientation des moments magnétiques. On peut calculer l'énergie d'interaction électrostatique pour l'état phi, c'est simplement l'opérateur R sur R12, E carré sur R12 pour l'opérateur, calculé pour l'état phi. Alors, on remplace les solutions là-dedans, on met tous les calculs, dont je vous fais grâce, et on obtient que epsilon est égal à moins 2J fois S1 fois S2, qui sont les opérateurs de spin, pour les électrons seuls, ou plus généralement pour grand S1 et grand S2 pour des atomes quelconques. Cette valeur J, ici ce n'est pas le nombre quantique de moment angulaire, c'est une fonction qui est une fonction intégrale qui dépend des fonctions d'onde phi1 et phi2 et de la manière dont elles se recouvrent dans l'espace. On vérifie par le calcul que cette fonction J varie très rapidement avec la distance. Elle est d'abord négative quand les ions sont très proches, puis elle devient positive, et puis après elle diminue exponentiellement, très rapidement. Par exemple, pour le manganèse, la distance est de 2,2 angstrom entre les ions, et on calcule que J a une valeur négative. Pour le fer et le cobalt, la distance est de 2,5 angstrom, et on calcule que J a une valeur positive. Notons que l'énergie, elle, varie en sens inverse. C'est négatif, ça devient positif, etc. Et si l'énergie est positive, comme pour le manganèse, alors avoir une énergie élevée, le système c'est toujours dans un état d'énergie faible, et donc ça favorise les moments magnétiques opposés. Donc ça favorise l'état antiferromagnétique. Par contre, pour le fer et le cobalt, l'énergie est négative, et ça favorise donc les états d'énergie, de moments magnétiques parallèles. Et donc, ça favorise l'état ferromagnétique. Cette énergie, en plus, on le calcule facilement, est assez importante et donc convient pour les phénomènes à température ambiante, par exemple. Donc, on obtient une structure où on a des fonctions d'onde qui se recouvrent pour chaque ion et où les électrons ont des moments magnétiques orientés parallèlement pour un ferromagnétique. En réalité, c'est souvent un peu plus complexe que ça. Il existe diverses situations. Par exemple, les ions peuvent être nettement séparés, mais on a dans l'interstice divers électrons qui se baladent, des électrons libres. C'est donc typique d'une structure métallique ou d'un alliage. Et dans ce cas-là, les interactions peuvent se faire via les électrons libres. Un autre cas fréquent, c'est où on a les ions les uns près des autres, mais les ions magnétiques sont assez éloignés, et entre eux, on trouve des ions non magnétiques. C'est fréquent aussi dans les composés. Et là, l'interaction peut se faire via l'ion non magnétique. Donc on a une interaction en deux étapes, appelée interaction de super-échange. C'est très fréquent avec les ions oxygène, chlore ou fluor, par exemple.
Il n'en reste pas moins que cette forme reste plutôt correcte, quitte à avoir un ajustement des valeurs des spins ou de la fonction J, et elle reste un bon moyen d'avoir une description phénoménologique des interactions entre les ions magnétiques. Il suffit d'avoir une valeur J positive pour le ferromagnétisme. Et donc, à partir des mesures d'énergie d'interaction et des spins, on peut en déduire J, même si on peut être dans des situations où le calcul s'avérerait particulièrement complexe. Voilà, donc on a une description de ces interactions entre ions et une explication du fait que les ions peuvent s'orienter parallèlement. Parce que notons que ceci n'est pas classique du tout. Alors j'en ai parlé, bien sûr, cette interaction est typiquement quantique. Mais on a l'habitude que quand on prend des aimants et qu'on les rapproche, donc le pôle nord au-dessus et le pôle sud en dessous, qu'on les approche, ils ont tendance à tourner et à se coller tête bêche. Donc, flèche vers le haut, flèche vers le bas, comme dans l'antiferromagnétisme. Par contre, ici, les ions s'orientent dans le même sens. On pourrait dire que c'est contre nature, puisque dans ce sens-là, quand on essaye de mettre les deux aimants dans le même sens, ils ont tendance à se repousser. Oui, mais cette interaction magnétique, on l'a vu, est en fait extrêmement faible. C'est une autre interaction de nature typiquement quantique qui intervient et qui fait que les ions ont tendance à s'orienter, parce qu'il y a une énergie de nature électrostatique qui dépend de l'orientation des spins, et donc des moments magnétiques. C'est là tout le secret des ferromagnétiques, qui peuvent s'expliquer qu'en faisant appel à la mécanique quantique. Maintenant que nous avons cette explication, nous allons pouvoir décrire des ferromagnétiques. Donc dans la prochaine vidéo, nous étudierons les modèles qui permettent de décrire le ferromagnétisme. Je vous remercie.